Poutine vient de traverser les 40 jours les plus coûteux depuis le début de la guerre. Tout a commencé par un plan secret validé par Zelensky dans les derniers jours de juin. Le service de sécurité de l'Ukraine, le SBU, a été désigné comme la force principale chargée d'exécuter ce plan. Tandis que la coordination sur le terrain était confiée au général de division Alexandre Poklod, l'unité Alpha au sein du SBU est devenue les yeux et les oreilles absolus de cette opération, en assumant un rôle de premier plan dans le ciblage de précision des installations les plus vitales de l'ennemi. Et au plus profond de la Russie, quelque chose explosait presque chaque nuit. Des bases aériennes aux usines de missiles, des stations radars aux pétroliers au large, pendant 40 nuits, ce rythme opérationnel n'a jamais faibli. Le 4 août, le renseignement ukrainien a dévoilé au monde le bilan de cette opération, qu'il a baptisé la campagne de pression de 40 jours. Plus de 100 installations stratégiques appartenant à la machine de guerre russe ont été frappées. Les grandes lignes de ce bilan ressemblent moins à un rapport de combat pour le Kremlin qu'à une déclaration de faillite. Parmi les plus grandes raffineries de pétrole russes, il ne reste pas une seule installation qui soit passée à travers les frappes. Des drones sont allés jusqu'à AMS, à 2500 km de distance, réalisant la frappe confirmée la plus lointaine de l'histoire. Sur le plan aérien, la perte est encore plus amère. Parmi les appareils détruits se trouvait un bombardier stratégique que la Russie ne pourra plus remplacer, faute de capacité industrielle pour en construire de nouveaux. Et chose peut-être la plus frappante, le réseau de défense aérienne censé protéger le pays de ces attaques n'a pas seulement échoué à le protéger. Il s'est lui-même placé tout en haut de la liste des cibles détruites. Le terme employé par les concepteurs de cette opération résume la stratégie en 2 mots, des sanctions cinétiques. Ce que les sanctions occidentales sur le papier n'ont pas pleinement obtenu en plusieurs années, les drones l'ont obtenu en 40 nuits, en rendant la guerre un peu plus chère pour le Kremlin chaque jour qui passe. Dans cette vidéo, nous ouvrons le dossier de ces 40 jours et de leur véritable coût pour la Russie. Pour comprendre le rythme opérationnel et la profondeur atteinte, quelques instantanés choisis dans la chronologie suffisent déjà à résumer la gravité de la situation. La nuit du 6 juillet, par exemple, s'est transformée en cauchemar absolu pour la Russie. Les forces ukrainiennes ont créé une triple onde de choc en une seule nuit, en frappant des installations stratégiques à Yaroslav, le terminal pétrolier de Vizotsk et la raffinerie d'AMS, située à une distance incroyable de 2500 km exactement de la frontière ukrainienne. Cette pression sans relâche s'est manifestée non seulement sur terre et dans l'air, mais aussi en mer. Le 8 juillet, le drone maritime innovant de l'Ukraine, le Sibi, a touché de plein fouet le pétrolier russe baptisé Blue, qui croisait au large des côtes de Yalta, portant un coup dur à la chaîne logistique en mer Noire. Quand le calendrier a affiché le 20 juillet, la cible cette fois-ci était les effectifs humains et le cœur du réseau de coordination. Un centre de coordination du service fédéral de sécurité, le FSB, situé à Kéran et abritant près de 100 membres du personnel d'occupation russe, a été frappé directement et rayé de la carte. À tout cela s'ajoute que, dans la fenêtre étroite de seulement 40 jours, exactement 14 raffineries de pétrole gigantesques, des dizaines de dépôts pétroliers stratégiques, des stations de pompage et d'énormes terminaux de carburant ont été livrés aux flammes. Cette campagne a même été le théâtre d'une première historique, emportant le conflit dans une géographie totalement différente. La plateforme de production pétrolière en mer Filonovski, située dans les eaux de la mer Caspienne, a également eu sa part de ces frappes incessantes. En parcourant la liste des cibles nom par nom, l'ampleur de l'étalement géographique apparaît clairement. Une ligne de destruction a été tracée, s'étirant du cœur industriel de Saint-Pétersbourg en passant par Yaroslavl, Nijni Novgorod, Perm et Volgograd, jusqu'à 3 immenses complexes de raffinage à Oufa. Si l'on regarde le tableau d'ensemble, le paysage qui se dessine est littéralement dévastateur pour le secteur énergétique russe. Les 11 plus grandes raffineries de pétrole de Russie ont toutes, sans exception, été visées par ces armes aériennes. Depuis le début de l'année, exactement 194 frappes de précision réussies, grandes et petites, ont été enregistrées contre ces installations critiques.
Conséquence naturelle de ces attaques systématiques, le volume de pétrole brut traité par la Russie a chuté à son niveau le plus bas jamais vu depuis 2002. Ces frappes de précision orchestrées par l'Ukraine ont paralysé près d'un tiers de la capacité totale de production des raffineries russes. Rien que durant le premier mois de cette campagne de pression, le coût ponctionné dans les caisses du secteur énergétique russe atteindrait, selon les estimations, un chiffre astronomique de 13 milliards et demi. Cependant, les sanctions cinétiques ne se sont pas limitées aux installations à terre. Une chasse de grande envergure a également été lancée en mer. Pendant la campagne, il a été rapporté qu'environ 200 navires de la flotte fantôme, utilisés pour contourner les sanctions internationales, ont été frappés dans les eaux de la mer Noire et de la mer d'Azov. Le SBU a désigné nommément certains des pétroliers qui formaient l'épine dorsale de cette flotte de l'ombre. Le Blue Louise I, le Banda et l'Ao figurent parmi les navires gravement endommagés au cours de ce processus. Ce pays, qui pilotait autrefois le marché mondial grâce à ses ressources énergétiques sans limite, se retrouve aujourd'hui seul face à des files d'attente de carburant désespérés et interminables devant des stations-service à sec à l'intérieur de ses propres frontières. Pendant que les lignes énergétiques brûlaient, les artères de production et de logistique de la machine de guerre russe étaient tranchées avec une précision comparable. Les forces ukrainiennes ont concentré leur attention sur la chaîne de production des missiles Iskander, l'un des systèmes d'armes auxquels la Russie fait le plus confiance. En quelques jours seulement, elles ont brisé 3 maillons vitaux de cette chaîne. La ligne de production a été mise à l'arrêt sur une géographie immense. Cela partait de l'usine de microélectronique de Voronej, qui fabrique le cerveau du missile, et s'étendait jusqu'aux infrastructures critiques de rampes de lancement à Volgograd. Vu d'une perspective plus large, il devient évident qu'au cours des 6 derniers mois, 6 installations stratégiques différentes impliquées dans le réseau de production de missiles balistiques russes ont été frappées par des moyens aériens ukrainiens. Cela signifiait que les munitions destinées à la ligne de front étaient détruites avant même de quitter l'usine. Le bilan aérien, lui, est bien plus lourd pour Moscou et rempli de pertes extrêmement difficiles à réparer. Ce qui s'est passé sur la base aérienne d'Engels le 17 juillet en est l'exemple le plus concret. Un bombardier stratégique Tu-95MS, désigné par l'OTAN sous le nom de Bear H, est capable d'emporter 8 missiles de croisière meurtriers, a été détruit. Le plus frappant, c'est que la production de ces énormes machines de guerre a été totalement arrêtée en 1992. Par conséquent, chaque appareil détruit représentait, au sens le plus littéral, une perte irremplaçable de patrimoine national. À cela s'ajoutent 2 chasseurs avancés Su-35 et 2 appareils d'entraînement L-39 qui ont subi de lourds dommages. Des hangars fortifiés abritant des avions comme le Su-24, le Su-30 et le Su-30SM, ainsi que des drones de la mort Shahed, ont été rasés au sol. 6 aérodromes au total, s'étendant de la Crimée occupée jusqu'aux profondeurs de la Russie. Saki, Avardiza, Belbek, Bourovo, Engels et Kanskaya, ainsi que l'usine aéronautique d'Yevpatoria, ont été pris pour cible. La véritable signature de ce chapitre massif, toutefois, a été la chasse magistrale à la défense aérienne dont l'Ukraine a fait la démonstration dans le ciel. Ce réseau magnifique, bâti au prix de milliards de roubles pour protéger les profondeurs du pays contre de telles frappes, s'est transformé en proie. À la suite des opérations d'aveuglement systématique menées par le SBU, un immense radar Nebo-U, le radar multifonction 92 N6E, qui sert Dieu au fameux système S-400, des rampes de lancement Tor M2 et Pantsir S2, ainsi qu'une station de guerre électronique Pôle 21, ont tous été détruits. Alors que ce bouclier intégré censé protéger le pays était brisé en éclats, les zones arrières se sont retrouvées totalement sans défense. En arrière-plan, tandis que les infrastructures industrielles et logistiques s'effondraient au plus profond de la Russie, un second front mené en parallèle continuait d'infliger un lourd tribut sur le terrain. Au cours de cette intense campagne de 40 jours, plus de 21 000 cibles ont été frappées avec succès,
non seulement dans les zones arrières profondes, mais aussi tout le long de la ligne zéro. C'était la preuve la plus claire que l'armée ukrainienne pouvait combattre simultanément sur plusieurs domaines et plusieurs dimensions, sans jamais laisser retomber son rythme opérationnel. La déclaration du président Volodymyr Zelensky, le 4 août, appuyée sur les rapports du ministère de la Défense, a révélé de manière frappante l'ampleur de l'usure sur le front. Rien qu'au mois de juillet, uniquement du fait des opérations des unités de drones et confirmées exclusivement par des images vidéo nettes, 30 272 militaires russes ont été neutralisés. Ce chiffre colossal, qui englobe les morts et les blessés graves, signale une stabilité sinistre désormais devenue la norme dans le déroulement de la guerre. L'armée russe perd littéralement autour de 30 000 soldats sur la ligne de front chaque mois. Cette perte d'effectifs humains a été accompagnée de la destruction de matériel technique. Les unités du front et des échelons arrière ont détruit plus de 11 000 drones ennemis en vol ou au sol. Et plus important encore, elles ont neutralisé de façon définitive 712 opérateurs de drones russes, ainsi que leurs rampes de lancement. La thèse qui en découle est extrêmement claire. Pendant que la capacité industrielle et de production s'érode rapidement sous l'effet des frappes en profondeur, les effectifs humains fondent tout aussi vite dans ces affrontements sans fin sur la ligne de front. Bien entendu, il faut aussi noter que toutes ces données statistiques reposent sur des rapports de renseignement militaire de sources ukrainiennes. Face à ce tableau sinistre de destruction, la réaction du Kremlin prend forme à travers deux tactiques historiquement bien connues, cacher et remplacer. En regardant le revers russe de la médaille, on voit à quel point le système bâti pour dissimuler les pertes à la société est devenu impitoyable. Le cas de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la garde, distincte, documentée depuis le terrain par le mouvement partisan, résume la gravité de la situation. Tandis que les soldats morts sont systématiquement inscrits dans les registres comme disparus, les familles endeuillées laissées derrière, en quête de réponse, sont ouvertement menacées par les services de renseignement de l'État. Si vous continuez à chercher, nous vous jetons en prison. L'exemple le plus concret de cette pratique est apparu lors de la frappe menée contre le terrain d'entraînement de Primorski Pad. Sur les 31 soldats dont la mort a été confirmée dans cette attaque, 13 ont été inscrits dans les registres officiels comme portés disparus au combat. L'ampleur du procédé a pris des proportions stupéfiantes dans une affaire portant sur 51 corps, où la Russie, pour ne pas verser d'indemnité aux familles, a renvoyé ses propres morts au camp adverse en les présentant comme des soldats ukrainiens. Le second pilier du système, le mécanisme de remplacement, est au moins aussi tragique que le premier. Des documents interceptés par la direction du renseignement de la défense ukrainienne montrent comment la Russie cherche à compenser ses effectifs qui fondent en recourant à des groupes vulnérables, notamment les migrants kirghizes. Comme l'illustrent les cas de Denis Alexeyev et de Dastan Tagayev, des travailleurs étrangers, acculés par des papiers expirés, des descentes de police et la menace de l'emprisonnement, se retrouvent contraints de signer un contrat militaire pour périr sur la ligne de front ukrainienne au bout de quelques semaines seulement. Cette réalité n'est pas restée cantonnée à l'Asie centrale. Elle a atteint une dimension mondiale, avec les témoignages de prisonniers de guerre colombiens qui, appâtés par des promesses de salaires élevés, ont reçu une arme et ont été poussés vers le front. Selon les révélations du médiateur ukrainien, des combattants capturés originaires de 51 pays différents, ainsi que 28 000 ressortissants étrangers sous contrat, font partie de cette stratégie. Ce système, qui tente de dissimuler ses pertes à sa propre population et de combler ce vide sanglant sur le front avec des migrants et des étrangers, constitue en réalité l'aveu le plus direct et le plus amer de l'efficacité de la pression militaire ukrainienne. Au-delà des cibles militaires touchées, la véritable réussite de cette campagne de frappe en profondeur menée sur 40 jours se lit dans les indicateurs macroéconomiques. Le coût de la guerre ne se mesure plus seulement en munitions ou en soldes versés aux militaires, mais en dégâts d'infrastructures colossaux, chiffrés en milliers de milliards de roubles.
le déficit du budget fédéral russe a déjà dépassé environ 74 milliards, sous l'effet de la chute brutale des recettes énergétiques et de l'envolée des dépenses militaires obligatoires. Tandis que le gouvernement alourdit sans ménagement la pression fiscale sur les entreprises pour boucher ce gouffre, le monde des affaires réagit en sortant du cadre légal et en basculant vers les paiements en espèces afin d'échapper à des taxes qui grimpent. L'économie russe s'enfonce à vive allure dans une spirale descendante. Sur le plan stratégique, il est manifeste que la direction ukrainienne se satisfait de ce tableau et n'a aucune intention de s'arrêter. Le président Zelensky a déjà validé une nouvelle série d'opérations présentées par le chef du SBU, le général de division Pokela, annonçant à la face du monde que cette première séquence de 40 jours se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra. Il est vrai que le Kremlin n'a pas encore levé de drapeau blanc ni rejoint la table des négociations. Pourtant, à chaque raffinerie frappée, à chaque radar réduit en morceaux, à chaque pétrolier envoyé par le fond, la courbe du coût nécessaire pour tenir cette guerre devient plus raide pour le régime de Poutine, semaine après semaine. Pour préserver l'honnêteté de l'analyse, il faut aussi regarder l'autre versant du tableau. Une très large part des bilans humains, des équipements détruits et des évaluations de dommages évoquées plus haut reposent sur des déclarations officielles de sources ukrainiennes. Même si la perte de 30 000 militaires sur la ligne de front s'appuie sur une méthodologie confirmée par vidéo, une vérification complète sur le terrain par des institutions indépendantes reste aujourd'hui impossible, en raison même de la nature de la guerre. D'un autre côté, la machine de guerre russe ne s'est pas totalement arrêtée. Les raffineries touchées sont réparées, même si c'est de manière provisoire. Le manque de produits raffinés est compensé par les exportations de pétrole brut, et le Kremlin ne s'est toujours pas rapproché de la table des négociations. La question réellement décisive, celle que tout le monde a en tête, est la suivante. Poutine peut-il renverser ce coup militaire et économique gigantesque grâce à l'axe d'alliés formé par la Chine, la Corée du Nord et l'Iran? Et par ailleurs, cette lourde facture économique va-t-elle déclencher un soulèvement du peuple russe contre le régime? Le soutien de ses alliés ne repose pas sur une fidélité idéologique, mais sur une relation de donnant-donnant profondément pragmatique. La Corée du Nord, par exemple, ne s'est pas contentée de déverser en Russie ses vieux stocks de munitions. Des systèmes de missiles balistiques comme le Hwasong 11, ainsi que leurs rampes de lancement, ont été directement déployés sur le sol russe. En échange de cette sous-traitance militaire, le régime de Pyongyang a à la fois injecté d'importantes liquidités dans son économie et obtenu des technologies essentielles pour son programme spatial. La posture de Pékin, quant à elle, s'appuie sur des tactiques de zone grise. La Chine évite de vendre directement des chars ou des avions, mais comme l'a confirmé le service du renseignement extérieur de l'Ukraine, elle fournit à la Russie des renseignements satellitaires permettant d'affiner le ciblage des frappes de missiles. De plus, à travers le réseau commercial clandestin mis en place, des câbles à fibre optique, des puces de navigation et des batteries au lithium utilisées dans la fabrication de drones affluent sans relâche vers la Russie. Du côté iranien, l'intégration est bien plus poussée. Le nombre de drones de type Shahed produits dans les zones économiques spéciales du Tatarstan russe a été porté à plusieurs milliers, insufflant un souffle vital à la puissance aérienne asymétrique de la Russie. Cette chaîne de production est la raison principale pour laquelle la terreur des drones au-dessus des villes ukrainiennes peut être maintenue à un rythme aussi élevé. Alors, cette destruction des infrastructures et ces pertes humaines vont-elles pousser la population à la révolte? De vastes enquêtes menées conjointement par le centre indépendant Levada et le Chicago Council, basé aux États-Unis, montrent que les scénarios romantiques de révolution populaire sont très éloignés de la réalité. 78% des Russes soutiennent toujours l'action de l'armée et 55% préfèrent être une grande puissance que l'on craint plutôt que de vivre dans un pays offrant un niveau de vie élevé. Après la mort de figures comme Alexeï Navalny, l'opposition libérale organisée a été entièrement écrasée. Pour le Kremlin, la véritable menace politique ne vient pas des libéraux en quête de paix, mais des radicaux ultra favorables à la guerre, qui exigent une victoire nette sur le front.
Le poids des pertes et la pression de la mobilisation forcée sont reportés sur les républiques ethniques appauvries et sur les migrants kirghizes, attirés par des promesses de salaires élevés, ce qui permet de tenir les élites de Moscou et de Saint-Pétersbourg très loin des cercueils. La contestation intérieure reste limitée aux seuls sabotages locaux menés par des groupes armés comme la Légion Liberté de la Russie. Cependant, malgré tous ces contre-arguments et malgré la respiration artificielle offerte par les Alliés, la stratégie ukrainienne ne s'est pas effondrée. L'objectif premier de l'Ukraine n'est pas de faire tomber l'État russe en un mois, mais de rendre le coût de la guerre si abrupt qu'il devienne insupportable sur le plan économique et matériel. De plus, les affirmations qui forment l'ossature de cette campagne, comme les frappes contre l'ensemble des 11 grandes raffineries ou la destruction de bombardiers 95 MS irremplaçables, sont depuis longtemps confirmées par des satellites indépendants et par des données de renseignement visuels. Pour Moscou, la courbe des coûts grimpe vers un gouffre que les missiles envoyés par les Alliés ne suffiront pas à franchir. En résumé, les embargos et les restrictions économiques sur lesquelles la diplomatie mondiale a travaillé pendant des années nous ont appris une vérité. Les listes de sanctions ne sont finalement que du papier, et la bureaucratie sait les contourner. Mais cette nouvelle liste que l'Ukraine a réécrite avec des drones est, au sens littéral du terme, en flammes. Ce qui se joue sur le terrain ressemble à l'image d'un compte à rebours impitoyable, où les secondes et les roubles s'égrènent ensemble. Chaque frappe réussie accélère un peu plus la course de ce chronomètre. Jusqu'où peut-on encore repousser les limites de la guerre asymétrique? Les doctrines militaires traditionnelles finiront-elles à la poubelle, alors que des réseaux de défense valant des milliards continuent d'être mis en échec par des drones qui coûtent quelques milliers? Et surtout, combien de temps encore un système qui tente de survivre en cachant et en remplaçant pourra-t-il financer cette facture croissante avant de se fissurer de l'intérieur? Les réponses à ces questions, nous les découvrirons sur les horizons en feu des 40 prochains jours.